Bonjour, merci de suivre l'émission Point de vue. La tenue de la prochaine présidentielle, toujours en débat. Demain, lundi 4 mars, le chef de l'État devrait recevoir les résultats du dialogue national en vue de fixer la date de ce scrutin. Mais déjà, le président Macky Sall a affirmé sa ferme volonté de quitter ses fonctions le 2 avril prochain. Pour l'amnistie des faits liés aux événements de 2021 et 2023, le projet de loi est adopté en Conseil des ministres et les députés devraient prendre le relais. Voilà donc comment se présente la situation que nous allons analyser et commenter avec M. El Hadj Hamidou Kassé, ministre conseiller à la présidence de la République. Bonjour, bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour Omar, merci de me faire revenir à cette émission, à cette illustrée émission du dimanche. Je vous en prie, merci, bienvenue. D'abord, en ouverture, l'agression dont est victime notre consoeur Maïmouna Ndour Faye, qui a été dénoncée d'ailleurs par tout le pays. Ministre conseiller aujourd'hui, ancien journaliste, qu'est-ce que cela exprime chez vous? Cela exprime évidemment une indignation sans limite. Parce que je connais Maïmouna Ndour Faye en tant que jeune consoeur qui, depuis Canal Info, parti de rien, s'est battu pour s'imposer dans un milieu extrêmement difficile du journalisme en général pour une femme et du journalisme politique en particulier. Maïmouna est une femme très engagée, très déterminée, très énergique, qui prépare, comme on le voit, très bien ses émissions, qui structure ses émissions, qui s'informe beaucoup avant de recevoir ses invités et qui est d'une froideur professionnelle reconnue par tous. C'est-à-dire que, quelle que soit la sympathie qu'elle éprouve à votre égard, pour vous, quelle que soit également votre proximité affective, subjective, elle est toujours droite dans ses bottes et n'oublie jamais que sur le plateau, elle est d'abord une professionnelle de l'information et de la communication, une journaliste politique. Ouais. On a même du mal à la situer de tel ou autre bord. Non, parce qu'elle a cette distance critique envers son invité qui prouve tout simplement qu'elle respecte son travail de journaliste politique. Et le journalisme politique est un domaine extrêmement difficile du journalisme. Pourquoi? Parce que c'est le domaine des passions. C'est le domaine des choix qu'on vous impose même de l'extérieur. C'est-à-dire que même dans votre neutralité opérationnelle, objective, vous verrez toujours quelqu'un qui va penser que vous roulez pour tel ou tel. Et si un journaliste politique est identifié comme roulant pour tout le monde, cela veut dire que c'est une bonne journaliste ou un bon journaliste politique. C'est inacceptable ce qui s'est passé. Et je pense qu'il faut que l'État du Sénégal prenne toutes ses responsabilités pour traquer les auteurs de cet acte ignoble, de cet acte inacceptable. Parce que ce qui est arrivé à Mme Maïmouna Ndour Faye peut arriver à n'importe quel journaliste. Bien sûr. Et si on accepte d'être dans un pays où personne ne peut finalement exprimer librement son opinion, cela veut dire qu'on en revient à la barbarie. C'est ça. Au-delà même de cette menace sur la liberté de presse et d'opinion, de façon générale, on semble lier cette agression à une tension politique assez marquée depuis quelque temps, qui fait que voilà, personne n'est épargné aujourd'hui. Elle-même a reçu des menaces, on s'en souvient. Si on en arrive à cette situation, il faut avoir peur, non? Ce qu'on sait, c'est qu'elle a reçu plusieurs menaces, comme d'autres journalistes. Ce qui est constant, c'est que après l'acte ignoble qu'elle a subi, des gens totalement irresponsables se sont répandus dans des réseaux sociaux
pour aller jusqu'à dire qu'il fallait tout simplement attenter à la vie même de cette dame, de cette journaliste. Ce qui est, encore une fois de plus, inacceptable. Moi, je pense que les auteurs, comme ceux qui ont ouvertement appelé au meurtre, doivent être identifiés et punis à la hauteur de leur acte. L'enquête va certainement faire la lumière. En attendant, nous souhaitons un prompt rétablissement à MNF. Absolument. Et je pense aussi qu'il faut saluer l'élan unanime de condamnation, absolument. à commencer par le président de la République, qui a fermement condamné cet acte ignoble et qui engage les autorités compétentes à traquer les auteurs pour justement que justice soit faite. C'est ça. Le président de la République n'aura pas attendu l'avis du Conseil constitutionnel. Je l'ai rappelé en début d'entretien, il va saisir le Conseil après avoir reçu les résultats du dialogue national. Mais déjà, il a réaffirmé sa ferme volonté de quitter ses fonctions le 2 avril. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette démarche, dans ces propos-là? Bon, d'abord, il faut saluer l'esprit de dialogue qui a prévalu sur les logiques de confrontation. Dans toutes les situations, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, le principe de la conversation, le principe de l'échange, le principe du dialogue, donc de l'exposé des points de vue, des opinions des uns et des autres, est autrement préférable à toute logique de cristallisation conflictuelle et violente. Oui. Et c'est ce qui s'est passé les 26 et 27 février dernier. C'est-à-dire qu'une grande partie de la classe politique, de la société civile, des autorités coutumières et religieuses se sont réunis, des centrales syndicales, des organisations patronales, se sont réunis pendant 2 jours pour discuter de la situation du pays de façon générale, mais surtout être dans l'élément de la proposition, de la construction. Et d'après les échos qu'on en a eus, non seulement il y a eu un consensus autour de la date pour la tenue de l'élection présidentielle, mais il y a également une autre proposition qui consiste à ce que le président de la République continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la passation des pouvoirs avec son successeur. Je pense que ce sont 2 propositions que certainement le président va transmettre au Conseil constitutionnel, à qui, au moins sur la période de transition, a le dernier mot. Mais comment comprendre que pendant ce temps, qu'il déclare ouvertement qu'il va quitter ses fonctions le 2? Oui, le président a toujours dit qu'il va quitter ses fonctions à la fin de son mandat, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il s'ajuste à la légalité républicaine, à l'exigence constitutionnelle du respect de son engagement. Enfin, pas plutôt du respect voilà, de la fin du mandat du président de la République. Mais là, nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle, particulière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président peut effectivement dire qu'il part et qu'il le rappelle fermement le 2, parce que c'est le terme de son mandat. C'est sa volonté subjective. C'est ce qu'il veut faire, son désir tout à fait personnel et intime. Mais il y a également une responsabilité institutionnelle. Ces responsabilités institutionnelles découlent simplement du fait qu'au-delà de sa personne, le président de la République, moi je le connais très bien, est mu par une volonté intérieure de laisser un pays paisible, un pays stable,
un pays qui travaille pour la consolidation de ses acquis, un pays qui veut passer ce cap dans la paix et la stabilité. Cette volonté-là, tout le monde la reconnaît chez le président de la République. Et je pense que lui, en tant que chef d'État, en tant que président de la République, garant du fonctionnement normal et régulier des institutions, et le Conseil constitutionnel vont forcément trouver la meilleure des formules pour que le Sénégal passe ce cap et continue sa trajectoire démocratique et l'œuvre de construction nationale que le président de la République a assumée de façon conséquente et tout à fait victorieuse. Ouais. C'est dire que vous comprenez cette volonté subjective dont vous parlez et une situation inédite, un vide juridique qui est là, que le président de la République ne devrait pas laisser comme ça. Sinon, non, oui, parce que vous on savez, va vers une sorte de crise qui est pratiquement là. Oui, parce que nous sommes dans un cas de figure, d'après les juristes, qui n'est pas prévu par la Constitution. Mais cela arrive à toutes les démocraties. Il y a là-dessus une jurisprudence à assumer. Oui. Et cette jurisprudence peut se traduire effectivement par le fait que le président de la République actuelle continue d'exercer ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. C'est tout à fait une formule parfaitement possible et moi, personnellement, qui emporte mon adhésion. Et je pense que... Qui est consacré dans la Constitution. Bon, mais je ne peux pas entrer dans l'interprétation des articles parce que je ne suis pas juriste, mais je suis dans la logique de la chose, la logique interne de la chose. Il faut, à mon avis, si nous avons une possibilité de garantir une transition réussie pour que notre pays en sorte encore plus grand, plus fort, plus puissant, il faut y aller. Et je pense que nous pouvons faire confiance au président de la République. Parce que, comme je disais, nous sommes ses collaborateurs depuis 2012 et nous savons ce qui le motive, nous savons ce qui l'anime dans son action quotidienne à la tête de ce pays-là. Parce qu'il ne faut pas oublier ceci. De 2012 à aujourd'hui, ça fait à peu près une petite décennie. Le président de la République a fait quelque chose d'exceptionnel à la tête de ce pays. C'est-à-dire que tous les indicateurs montrent de façon claire, nette et précise qu'il a multiplié de 10 à 100 ce qu'il a trouvé ici entre 1960 et 2012. Ça, c'est incontestable. Et cela dans tous les secteurs. C'est-à-dire, quel que soit le secteur, vous faites les colonnes de 1960 à 2000, de 2000 à 2012 et de 2012 à aujourd'hui, c'est sans commune mesure. Il y a une transformation qualitative du pays. Il y a une transformation qualitative même de la démocratie dans ce pays-là. Parce que même les soubresauts que nous connaissons relèvent d'une vitalité démocratique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que demain, les Sénégalais vont tirer les leçons de tout ce qui s'est passé pour accentuer encore pour en fait élever encore plus nos standards démocratiques à un niveau supérieur en termes de qualité. C'est ça. Donc pour toutes ces raisons, il devrait permettre de réussir cette transition parce que c'est de cela qu'il s'agit. Oui. C'est une fin de mandat et il devrait réunir, en tout cas en relation avec le Conseil constitutionnel, les conditions d'une transition réussie. Absolument. Moi, j'ai confiance au président de la République. J'ai absolument confiance au président de la République parce que je sais la volonté qui l'anime,
comme je disais tout à l'heure. Je sais également son attachement quasi atavique à l'intérêt national. Je sais tout l'amour qu'il porte à ce pays-là. Et je sais que dans son rêve le plus intime, il y a le Sénégal qui reste debout, le Sénégal qui est stable, le Sénégal qui est en paix. Et c'est pourquoi j'ai confiance. Mais tout cela ne cadre pas, Monsieur le ministre, avec voilà, cette volonté subjective dont vous parliez tout à l'heure. Je viens. C'est-à-dire que, mais tout ce que je viens de dire peut justement peser lourd dans la décision du président de la République. J'ai confiance également au Conseil constitutionnel. On les appelle les 7 sages. Donc c'est un repère de pondération, de tempérance. Et je pense que si on croise les deux, les prédispositions existantes, la volonté du président de laisser un Sénégal stable et paisible, et la sagesse du Conseil constitutionnel, je pense que si on croise les deux, on peut aboutir à la meilleure des formules qui permettent à notre pays de rester debout et intégralement, je veux dire, dans son intégrité du moins. Je pense que donc il faut faire confiance. Chacune des institutions a sa responsabilité aujourd'hui dans la situation actuelle. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que, on le rappelle, le Conseil avait demandé l'organisation d'élections dans les meilleurs délais en rappelant l'impossibilité de ne pas dépasser le terme du mandat. Et aujourd'hui, c'est comme si le président de la République refile la patate chaude au Conseil. Donc, véritablement, on est dans une crise institutionnelle. Non, je pense qu'on est... je ne vais pas jusqu'à... Je ne peux pas parler de crise institutionnelle. On est juste dans une situation inédite, mais qui est potentiellement critique, qui est même critique, même si elle n'atteint pas encore un niveau de crise entre des institutions, un niveau de crise voilà, sans retour entre des institutions. Moi, personnellement, je pense que dans des situations inédites de ce genre, il faut privilégier la conversation entre les institutions. Parce que, vous savez, le radicalisme institutionnel n'est pas, à mon avis, indiqué dans des situations de ce genre. Il y a ce qu'on peut appeler le texte et la conversation. C'est-à-dire la rigidité des textes est dans la lettre et dans l'esprit, et la nécessité de la conversation pour justement tenir compte de la réalité et pouvoir avancer sans que des équilibres soient cassés. Et c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de ce qu'on appelle la société civile, qui doit être plus dans la facilitation que dans le parti pris et les positions partisanes. Parce que lorsqu'il y a des situations, encore une fois de plus, de ce genre, il faut qu'il y ait des forces tierces qui jouent dans la facilitation, dans la médiation, afin que les différentes parties puissent converser et dépasser la situation de façon positive. Malheureusement, ce n'est pas la posture de la société civile. Hier même, on a vu que il y a eu des manifestations pour demander la tenue de l'élection avant le 2 avril. Mais c'est ce que j'appelle le radicalisme institutionnel. Quasi impossible. Qui est improductif. Parce que ça pousse à la confrontation. Ça pousse à la confrontation. Et nous, nous savons par expérience qu'on sait comment se configurent les confrontations, mais on ne sait pas comment elles se terminent.
Et donc, il faut faire très attention. Je pense que les forces dites de la société civile doivent aujourd'hui reconsidérer leur démarche, être plus dans la facilitation et la médiation que dans la logique de la confrontation. C'est de la même manière également qu'il faut appeler les partenaires techniques et financiers du Sénégal à ne pas trop s'ingérer dans les affaires intérieures du Sénégal, que dans les affaires politiques intérieures du Sénégal. Elles-mêmes, c'est plutôt eux-mêmes, ces partenaires techniques et financiers, doivent également jouer de la manière la plus discrète sur la logique du dialogue, de la facilitation, de la concertation, que sur des partis pris. Parce que c'est au Sénégal de gérer son destin. C'est au Sénégal de gérer sa transition. C'est au Sénégal de trouver les solutions sages avec l'appui de ses amis pour justement que cette situation ne débouche pas sur le chaos. Donc ça, plutôt que de mettre la pression sur les, sur les institutions étatiques, mais parce que dans d'autres pays, dans d'autres pays, tout indique que cette pression-là peut aboutir à du désastre. Et tout ça, je le range dans ce que j'appelle le radicalisme institutionnel. Il faut éviter le radicalisme institutionnel. C'est-à-dire cette posture, n'est-ce pas, qui fige dans des textes, dans des principes généraux et qui perd de vue que la réalité est autrement beaucoup plus complexe, beaucoup plus dynamique. Je pense donc que société civile, partenaires techniques et financiers, forces religieuses et coutumières, tous, à mon avis, doivent être dans la facilitation pour que le Sénégal puisse sortir de cette passe. Et moi, je pense que en convoquant les 26 et 27 février dernier le dialogue national, le président a indiqué la voie. Et je pense que c'est une brèche. Il faut que tout le monde assume sa responsabilité dans cette brèche ouverte pour justement qu'on trouve des solutions les plus consensuelles qui préservent notre pays des démons de la violence et de la déstabilisation. C'est ça. Justement, à propos de ces schémas qu'on évoque aujourd'hui dans la perspective de cette transition-là, il y a cette vacance du pouvoir qui devrait être assurée par le président de l'Assemblée nationale sous certaines conditions et le fait de, comme le dialogue l'a indiqué d'ailleurs, de permettre au président d'assurer cette transition-là jusqu'à l'installation de son successeur. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ces schémas-là? Non, moi, encore une fois, je ne suis pas juriste. Et c'est pourquoi je ne peux que rester dans le principe général d'une transition réussie. C'est ça. Et cette transition réussie peut revêtir plusieurs formes. Le président, le Conseil propose au président en exercice de poursuivre ses fonctions, de continuer, ou c'est le président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas trop comment, ou même c'est peut-être comme l'expérience de certains pays, le président de la Cour suprême, qui prennent le relais, le temps d'organiser les élections, ou c'est un autre consensus qu'on trouve pour justement que la transition s'effectue dans les meilleures conditions. Ah ouais. N'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, il est évident que moi, ma préférence, pour tout ce que je viens de dire, c'est que le président de la République actuelle continue jusqu'à la passation des pouvoirs avec son successeur. Pour au moins quelques raisons que voici. Un, il en a l'expérience. Et en ce moment, il assume une continuité institutionnelle. N'est-ce pas? Parce que l'État n'a pas une mince affaire. Et la gestion de l'État encore moins. Deuxièmement, ça permet d'éviter des fragilités
inhérente à toute transition. Une transition, c'est un fil ténu, hein. Ouais. Et donc, c'est très sensible, c'est très fragile. Je pense que dans le contexte sous-régional actuel, il est indiqué d'avoir une transition réussie. Et cela, à mon avis, le président de la République peut parfaitement l'assumer. N'est-ce pas? Et enfin, il a même initié le processus électoral depuis les décrets fixant les périodes ou la période de révision exceptionnelle des listes jusqu'à la convocation du corps électoral. Donc il a dans, si vous voulez, la mémoire institutionnelle, et de ce point de vue, il peut parfaitement aider le Sénégal à dépasser ce cap et à remettre le pouvoir à son successeur. D'accord, on verra bien. En tout cas, il y a une autre équation qui divise les acteurs, c'est la reprise du tout ou pratiquement partie du processus. On en a discuté également largement. Le dialogue est pour une ouverture tout en maintenant les candidats qui étaient déjà validés au nombre de 19. Mais le Conseil, visiblement, tient à sa liste. Si, en tout cas, on se fie à sa dernière publication. Pour le moment, on ne sait pas exactement ce que le Conseil va décider. Parce que le dialogue a fait des propositions qui seront transmises au président de la République lundi, n'est-ce pas? Lundi, c'est le 4. Ouais. Voilà, lundi le 4, le lundi 4. Donc, le président de la République lui-même va transmettre ses propositions consensuelles au Conseil constitutionnel qui va décider. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire voilà ce que le Conseil va dire, voilà ce que le Conseil ne va pas dire. On se fie à la sagesse du Conseil constitutionnel, à l'attachement également des hommes et des femmes qui y sont, à la stabilité du pays et au maintien du pays dans des standards démocratiques modernes et voilà, de qualité. Bon, on verra, mais on peut tout de même continuer à faire de l'analyse sur le plan politique. On pourrait se demander, sous ce rapport-là, qui gagne dans cette situation. Vous êtes dans le directoire de campagne du candidat de la majorité, le candidat Amadou Ba, Benno Bokk Yakaar. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Qui gagne dans tout cela? Bon, je pense, je vais peut-être paraître certains pensent que c'est une situation qui est plutôt défavorable à votre candidat. Bon, ça, je ne vais pas jusqu'à le dire, parce que notre candidat est évidemment un des acteurs de la situation. C'est bien heureux qu'il se range sur les positions du président de la République. Il a rappelé lors du dialogue qu'il adhère au consensus obtenu au dialogue national. Maintenant, quel est l'impact de la situation actuelle sur sa candidature? Ça, c'est des considérations qui relèvent de l'analyse politique. Nous n'avons pas, en tout cas personnellement, je n'ai pas trop réfléchi sur ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, la contradiction principale, c'est qu'on réussisse notre transition. Et maintenant, les questions d'ordre politique, on y reviendra. Et je pense qu'en tout cas, nous avons pris toutes les dispositions pour mener une campagne, dès que la date sera fixée, une campagne victorieuse. Mais ça, c'est des aspects de la situation sur lesquels on peut toujours revenir, parce que la contradiction principale aujourd'hui, la grande question aujourd'hui, c'est la question institutionnelle à laquelle il faut apporter des solutions les plus appropriées. Quant à notre candidat, il continue ses activités sur le terrain, il continue ses activités en tant que Premier ministre, et lorsque la question politique se posera,
dans quelques termes que ce soit, on avisera. D'accord. La priorité, c'est la stabilité institutionnelle, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les acteurs politiques, ceux qui candidataient en tout cas aux élections présidentielles, ne sont pas d'accord. On l'a vu, une bonne partie, 19 déjà validés, ne sont pas venus répondre à l'invitation du président de la République. Bon, je ne vais pas être dans le monde il fallait ou il faut, non. On constate. Si je constate, et je rappelle juste le principe qu'un dialogue, on ne le boycotte pas. Quelle que soit l'acuité des divergences, quelle que soit l'envergure d'un conflit, lorsque on appelle à un dialogue, il est recommandé de répondre, d'y aller, d'affirmer ses positions, d'argumenter ses positions, et pour que ce dialogue en tienne compte. Parce que si la volonté de tous est de trouver des solutions, mais il n'y a pas de... je ne vois pas pourquoi on boycotterait un dialogue. Pourquoi? Parce que, mais s'il y a le chaos, il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus de partis au pouvoir, il n'y aura plus de candidats. Tout le monde perd. Il n'y aura plus d'élections, tout le monde perd. Donc il faut que les gens sachent que aujourd'hui, tous les conflits politiques peuvent être circonscrits par une volonté intime de dialogue, de conversation, pour aménager des espaces afin que des élections libres, démocratiques puissent se tenir et que le meilleur gagne. C'était ça l'esprit du dialogue des 26 et 27 derniers. C'était ça également l'esprit du dialogue de la première édition en mai 2016. C'était également ça l'esprit du dialogue de la deuxième édition, etc., etc. Donc c'est toujours de trouver des solutions consensuelles. Voilà. Donc je pense que les acteurs, encore une fois, doivent être dans une démarche de modération, de tempérance, pour pouvoir trouver des solutions consensuelles. Mais si ce n'est pas le cas, c'est parce que justement, il y a une crise de confiance qu'on a notée entre l'opposition et le pouvoir. Mais entre l'opposition et le pouvoir, il y a toujours un problème de confiance. Mais entre le pouvoir et l'opposition, dans l'histoire de notre pays, des espaces de conversation ont toujours existé, mais pour dépasser les situations de conflit et de crise. Le président Wade et le président Diouf ont été dans des logiques de confrontation qui, quelquefois, ont failli faire basculer le pays dans l'inconnu. Ils se sont toujours retrouvés, y compris dans la forme d'un gouvernement de large rassemblement et d'un gouvernement d'ouverture. Alors, des forces politiques depuis 2012 se sont exprimées sur le terrain, mais il n'en a pas été moins cas d'espaces ouverts, de discussions qui ont abouti à des consensus. Donc, il est, à mon avis, de l'essence même de la démocratie contemporaine. L'exigence de débattre, l'exigence d'échanger, l'exigence de dialoguer pour trouver des solutions consensuelles. Peut-être à la différence qu'ici, bon, le contexte était un peu particulier parce qu'on était pratiquement à quelques heures de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle. On peut aussi comprendre l'amertume des autres. Si c'est l'amertume qui faisait l'histoire, on n'en serait pas là. Parce que c'est vrai, chacun peut apprécier ce qui s'est passé à sa manière, mais plus fondamentalement, aujourd'hui, est-ce que nous devons rester dans la rumination, dans l'amertume, le remords, ou est-ce que nous devons
viser plutôt, regarder plutôt l'avenir et chercher des solutions consensuelles pour dépasser cette situation. Moi, je pense que c'est cette deuxième position qui est la meilleure. Ouais. C'est-à-dire chercher des solutions. Parce que vous savez, lorsque vous voulez régler un problème, vous devez éviter la rumination, c'est-à-dire la fixation sur ce qui s'est passé. Mais chercher des solutions, et puis si vous laissez aux historiens et aux chercheurs le soin d'inspecter ou d'investir le passé pour trouver qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et ainsi de suite. Ouais. Mais pour des acteurs politiques, le plus essentiel, à mon avis, aujourd'hui, que l'intérêt national est en jeu, c'est de trouver des solutions pour aller de l'avant. Mais dans la recherche de solutions, justement, qu'est-ce qu'il faut faire, de votre point de vue, rebolote ou bien maintenir ce qui était déjà sur la ligne de départ? Bon, écoutez, le dialogue national a fait des propositions là-dessus, en disant au Conseil de reconsidérer éventuellement l'intégration des uns et des autres. Oui. Mais ça, c'est à la sagesse du Conseil constitutionnel qu'il faut se fier. Moi, personnellement, je n'ai pas de position figée là-dessus. Je me fie à la sagesse du Conseil constitutionnel qui, comme je disais, est tout aussi soucieux de la stabilité de notre pays, de la légalité républicaine et voilà, de l'organisation dans les meilleurs délais d'élections libres et démocratiques, conformément aussi à la volonté du président de la République. Alors, projet de loi d'amnistie, débat également agité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est adopté en Conseil des ministres et va être prochainement soumis au vote des députés. Mais déjà, on voit que les positions s'expriment et beaucoup s'indignent de cette idée-là. Oui, ce que je sais, c'est qu'à travers l'histoire, ici au Sénégal, comme un peu partout dans le monde, les lois ou les projets de loi d'amnistie ont toujours divisé l'opinion. De deux manières. La première, c'est qu'il y a des familles ou des proches des victimes qui n'acceptent pas que leur mort soit passée par perte et profit. Oui. L'autre bannière ou l'autre mode d'expression du rejet d'une loi d'amnistie est d'ordre principiel. Une partie de l'opinion, de façon générale, ici et dans tous les pays où il y a ce genre de projet, une certaine opinion qui pense que, dans le principe, ceux qui ont commis des crimes de sang doivent payer jusqu'au bout. Donc, ces réactions existent partout. Hein. Ce n'est pas propre au Sénégal. Alors, mais pour moi, pour ma part, si la loi d'amnistie, qui est un mécanisme parfaitement légal, comme la grâce, qui est parfaitement légale également, et d'ailleurs, chaque année, le président de la République a l'occasion de la fin d'année ou de la fête gracie des centaines et des centaines de personnes. Donc, si la loi d'amnistie s'inscrit dans un processus de pacification, de réconciliation, de pardon et d'une nouvelle configuration de vivre ensemble, je pense que toutes les femmes, tous les hommes de bonne volonté doivent soutenir. Indépendamment des conséquences que ça a, que les actes de ceux qui sont amnistiés ont produites. Parce qu'on peut être d'accord qu'effectivement, si on parle de réconciliation, ça veut dire que
les dernières années qu'on a vécues, les crises qu'on a vécues ces dernières années, ont atteint un niveau qui commande voilà, une situation de... Je pense qu'il faut vider les cœurs. Il faut vider les cœurs. Il y a eu des formes d'expression politique inacceptables dans ce pays. La violence, il faut la condamner sous toutes ses formes, quelles qu'en soient les raisons. Nous en savons quelque chose. Très jeunes, nous avons vécu sous le régime de Senghor, du président Léopold Sédar Senghor. Nous nous sommes battus pour la liberté démocratique, pour les libertés démocratiques. Nous nous sommes battus pour la liberté d'expression avec nos aînés. Certains ont payé de leur vie, d'autres ont payé de leur liberté pendant de longues périodes de détention. D'autres ont payé de leur carrière professionnelle. D'autres ont payé de leur rupture familiale. Les gens de ma génération se sont engagés alors qu'ils avaient 15 ans dans des organisations d'extrême gauche, mais qui étaient animées par la volonté de servir leur pays, mais avec voilà, des idées extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Et nous avons toujours pensé que si violence il doit y avoir, il fallait qu'elle soit organisée. Elle ne s'exerce pas dans l'espace public de façon aveugle, dans le pillage et dans la confrontation tous azimuts, mais dans l'organisation face à des forces institutionnelles comme l'armée, la police, etc. Donc, il n'a jamais été, dans notre cas, question d'aller incendier des commerces, de taper sur des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, etc., etc. Je pense que notre pays a traversé cette période et il ne faut pas que cela se répète si on veut ancrer notre pays dans des standards démocratiques élevés en termes de qualité. Alors, je pense aussi qu'il faut féliciter l'État du Sénégal d'avoir fait face à cette furie aveugle, de l'avoir stoppée et d'avoir pacifié le pays. Mais dès lors que l'espace est ainsi pacifié, je pense que ça peut être justifié que des gens qui étaient impliqués dans ça soient amnistiés, parce qu'on ne peut pas les maintenir ad aeternam en prison. Il faut aussi compter sur la capacité de ceux qui avaient commis ces actes de se rectifier, n'est-ce pas, de revenir dans la normalité du jeu démocratique, de se battre pour leurs idées, autrement que par des méthodes violentes et tout à fait injustifiables. Ouais, un esprit de réconciliation nationale sur lequel, en tout cas, beaucoup ne sont pas d'accord. Bon, mais comme vous dites, chacun a ses... Ouais. Ça, c'est partout. C'est-à-dire que les lois d'amnistie touchent à la mémoire, touchent à des intérêts, touchent à là où ça fait le plus mal. Ce sont des blessures qui reviennent sous une autre forme. Mais c'est tout à fait normal que des gens s'en indignent. Mais au-delà de l'indignation, il y a également cette fibre au cœur des nations qui appelle régulièrement à ce que les cœurs soient vidés pour que l'horizon s'éclaircisse davantage dans notre marche vers le mieux-être, dans notre marche vers la liberté, dans notre marche vers de nouvelles convivialités. D'accord. On verra ce que le vote va donner prochainement. Merci en tout cas d'être venu, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, à vous aussi d'avoir suivi. Nous étions avec Monsieur El Hadji Hamidou Kassé, ministre conseiller à la présidence de la République. Rendez-vous dimanche prochain.